Et on va pouvoir commencer. Je suis Eva Cornet, présidente et directrice commerciale de la société Bioparom, qui avons conçu et commercialisons l'impédance mètre Zenmetrix. Je remercie Nouchka, fidèle praticienne depuis quelques années, d'avoir bien voulu intervenir sur cet atelier et je vais lui laisser la parole et la main sur cet atelier. Donc, comme expliqué juste avant, vous aurez un replay qui sera disponible sur YouTube et qui vous sera envoyé prochainement par mail. C'est à toi. Super. Eh bien, bonjour à tous. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler un petit peu de nutrition du sportif, qui est mon domaine, puisque je suis diététicienne du sport. Je m'occupe de sportifs depuis quelques années maintenant par rapport à leur nutrition. Et ça fait quelques années que je travaille avec Bioparom et le Zenmetrix que j'utilise dans mes prises en charge. Que ce soit au niveau individuel et collectif, quand je prends en charge des clubs ou des collectifs pour la nutrition globale. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu de la nutrition du sportif. On n'aura pas vraiment le temps de rentrer dans les détails sur les protocoles d'optimisation corporelle. Malheureusement, je ne pourrais pas vous en parler, mais le but, c'est vraiment de voir en quoi la nutrition peut être intéressante pour le sportif, qu'est-ce qu'il y a à optimiser et surtout dans quel but, en fait. Et mettre en lien la nutrition de sportif avec l'outil qui est le Zenmetrix. Je vais vous expliquer un petit peu comment on s'en sert, quels indicateurs peuvent être pertinents, pourquoi ça peut être pertinent pour le sportif, que ce soit amateur ou à haut niveau. Voilà, il n'y a pas besoin d'être athlète de haut niveau pour profiter de ce que peut nous offrir cet outil et pour en tirer progression et bénéfices. Donc voilà, on a une petite heure ensemble. Il y aura 10-15 minutes à la fin pour qu'on puisse échanger si vous avez des questions. Et donc voilà, c'est parti. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la nutrition pour le sportif agit à plusieurs niveaux. Elle permet déjà de répondre aux besoins physiologiques. Donc ça, c'est important de répondre aux besoins de base pour faire fonctionner les organes, pour permettre d'être en forme au quotidien. Donc ça, c'est le premier point qui finalement n'est pas très propre au sportif, c'est global. Ensuite, répondre aux besoins liés à l'entraînement. Plus on va s'entraîner, plus nos besoins seront importants, donc plus on devra optimiser au mieux la nutrition à côté d'un point de vue quantitatif et qualitatif. Troisième point, et c'est aussi ce qui va nous intéresser aujourd'hui, la nutrition va aider à répondre à des objectifs corporels, que ce soit perte de poids, prise de poids, perte de masse grasse, prise de masse grasse, prise de masse musculaire, pardon. Et donc voilà, ça va nous aider à optimiser au niveau corporel. C'est finalement le principal vecteur pour cet objectif-là. Quatrième point, la nutrition permet d'aborder les entraînements avec des réserves énergétiques optimales. Si on veut avoir l'énergie à l'entraînement, alors en fonction de la discipline et de l'entraînement, les besoins ne seront pas les mêmes, bien sûr. Il faut qu'on ait des réserves énergétiques optimales, notamment en glycogène, et c'est là où la nutrition va avoir un intérêt sur la composition des repas et sur le timing des repas aussi. Et enfin, un point qui est très important, ça va être limiter la fatigue et limiter les blessures. Ça va souvent de pair. Et bien que la nutrition ne soit pas le principal facteur qui va limiter le risque de survenue de blessures, ça peut quand même grandement influer. Et puis, on a quelques petites astuces pour agir à ce niveau-là. Quels sont les déterminants de la performance? Parce que quand on parle du sport en général, on pense forcément performance. Moi, j'aime bien rappeler que la nutrition, finalement, n'est pas le vecteur principal. C'est une petite pièce du puzzle qui vient s'imbriquer une fois qu'on a optimisé tout le reste. Et l'entraînement reste le vecteur principal de performance. Si on veut être bon dans sa discipline, il faut s'entraîner dans cette discipline. Un autre point qui est aussi très important, c'est le sommeil, la qualité du sommeil et bien l'optimiser pour mieux récupérer, mieux soutenir les adaptations physiologiques et métaboliques et finalement mieux enchaîner les entraînements et progresser plus rapidement. Ensuite, on a la prépa physique et mentale qui rentre en compte. En fonction de la discipline, ça va être plus ou moins important. Et la nutrition. La nutrition ne fera pas gagner une course, ne sera pas ce qui permettra de performer à haut niveau seule, mais par contre, optimiser, elle peut majorer les performances, elle peut les augmenter, et si elle est négligée, elle peut les diminuer grandement. Donc voilà, une fois qu'on a optimisé un petit peu tous ces points au-dessus, je trouve que la nutrition, c'est vraiment un des vecteurs
facile à optimiser si on est bien accompagné et qui peut nous aider à vraiment passer un cap dans nos performances sportives, dans notre récupération également, et puis de façon générale dans notre quotidien, dans notre bien-être global. Les stratégies nutritionnelles, évidemment, vont être à individualiser en fonction de divers facteurs, divers points. Déjà, quel est l'objectif de poids pour l'athlète qui souhaite optimiser sa composition corporelle? Est-ce qu'il souhaite perdre du poids, prendre du poids en fonction de la discipline? Vous pouvez avoir des athlètes qui veulent perdre du poids pour être performants, pour être plus légers. À l'inverse, dans d'autres disciplines, on va vouloir prendre en masse musculaire pour avoir plus de force, pour être plus puissant. Quels sont les objectifs du sportif? Quels sont les objectifs sportifs? Est-ce qu'on est sur un sportif amateur? Est-ce qu'on est sur un sportif à haut niveau, auquel cas la prise en charge ne sera pas la même? Quel est le calendrier sportif? C'est-à-dire, lorsque votre sportif vient vous voir, où on se trouve dans le calendrier des compétitions, des courses? Est-ce que, par rapport à sa demande de prise en charge, ses objectifs de prise en charge, est-ce qu'on est cohérent par rapport au temps qui nous reste vis-à-vis de l'échéance? Quel est son état de santé également? Ça, c'est un point qui va être important à prendre en compte en consultation. Ce point-là, adhésion de l'athlète, je le trouve important parce que parfois, on peut recevoir en consultation des sportifs qui ne viennent pas forcément d'eux-mêmes, qui sont, entre guillemets, poussés par l'équipe sportive, par le club, par l'entraîneur, à venir en consultation pour optimiser la nutrition. Et parfois, on a des athlètes qui sont un petit peu réticents à ça. Ce sera beaucoup plus difficile de mettre en place des choses si on a un sportif qui est réticent à l'idée de venir nous voir. Donc voilà, ce point d'adhésion-là, il est très important pour permettre d'avoir des résultats optimaux, rapides et permettre une autonomie de l'athlète derrière. La discipline également rentre en compte. Évidemment que les stratégies nutritionnelles ne seront pas les mêmes en fonction de la discipline pratiquée. Est-ce qu'on est dans un sport à catégorie de poids également? Ça rentre, ça rejoint un petit peu le point avant. Qui cuisine à la maison? Ça, c'est important notamment pour les sportifs qui vont être jeunes ou les athlètes qui vont être en centre de formation. Est-ce que c'est eux qui... Enfin, voilà, savoir si c'est eux qui cuisinent, est-ce que c'est les parents, est-ce qu'il y a une cantine? Voilà, à quel niveau on peut agir et dans quelle mesure on peut agir concernant la nutrition. Enfin, le sexe, l'âge et le régime alimentaire. Est-ce qu'on suit un régime végétarien, végétalien, sans produits laitiers, etc. Et du coup, adapter la nutrition en fonction de ça pour répondre au mieux aux besoins nutritionnels de l'athlète. Donc, le poids de l'athlète va avoir un impact à plusieurs niveaux. Déjà, bien-être personnel. Un athlète qui se sent bien dans son poids, bien dans son corps, il se sentira bien dans son quotidien de façon globale. Le poids va permettre forcément d'optimiser les performances. Si on a un poids de forme, on optimise plus facilement ses performances, on est plus performant, on arrive mieux à justement à optimiser à ce niveau-là. La récupération également, on va pouvoir récupérer plus vite si on est plus à poids de forme. Les blessures, alors tant si on a un poids bas qu'un poids haut, si on a un poids trop bas, on sait que derrière, ça peut engendrer des risques au niveau de la densité minérale osseuse et donc un risque accru de fracture ou d'ostéoporose à long terme. Idem, si on a peu de masse musculaire, on peut avoir une fragilité musculaire et donc un risque de blessure qui est accru. Et puis au contraire, si le poids est trop haut, forcément, ça peut augmenter le risque de blessure. La fatigue également et le comportement nutritionnel. Est-ce que l'athlète a besoin de se restreindre pour maintenir son poids? Quel comportement il a vis-à-vis de son poids et de la recherche de son poids de forme? Qu'est-ce que le poids de forme, justement, et comment on peut définir le poids de forme généralement en consultation lorsqu'on demande à un sportif quel est ton poids de forme? Lui, sa première idée, ça va être de citer le poids auquel, le poids qu'il aimerait bien faire, le poids qu'il aimerait bien voir sur sa balance, mais qui n'est pas toujours le poids, son poids de forme. Le poids de forme pour un athlète, ça correspond au poids auquel déjà il est performant. Ça, c'est la première chose. Sa récupération est optimale et rapide. Si le poids est trop bas, peut-être que les réserves énergétiques seront trop basses au quotidien et donc la récupération ne sera pas optimale, qu'on enchaînera moins bien les entraînements. C'est un poids auquel on ne ressent pas de fatigue chronique, on ne se sent pas fatigué au quotidien, on est dans un état de forme qui est bien. On ne se blesse pas et pour lequel on n'a pas de difficulté à le maintenir. Voilà, comme je le disais avant, le poids de forme, on ne devrait pas avoir besoin de se restreindre pour maintenir ce poids.
Quels outils d'évaluation, justement, avons-nous à notre disposition en consultation pour la prise en charge de l'athlète et pour l'optimisation corporelle de façon globale? Le premier point, c'est la pesée. C'est un outil qui est globalement et généralement indispensable, mais pour un sportif qui demeure insuffisant pour une prise en charge vraiment complète. Le poids, ça nous donne juste un nombre, ça ne nous donne pas la masse grasse, ça ne nous donne pas la masse musculaire, ça ne nous donne pas la densité minérale osseuse, ça ne nous donne pas le volume hydrique autant au niveau qu'extracellulaire. Donc voilà, c'est un outil, ça nous donne un indice, mais ce seul, c'est pas complet. Quelques règles néanmoins pour une bonne pesée. Alors déjà, essayer d'utiliser la même balance à jour et heure fixe et à jeun. Ce que j'aime bien conseiller également, c'est de se peser plutôt en milieu ou fin de semaine, parce que généralement, il se peut que le week-end, l'alimentation soit un petit peu plus riche. Et donc, en début de semaine, ça peut être un petit peu faussé, parce qu'on peut faire un petit peu de rétention d'eau si on mange plus gras, plus sucré, plus salé. Donc voilà, plutôt en milieu de semaine. Chez la femme, faire attention aux périodes de cycle et aux variations hormonales qui peuvent induire une rétention d'eau, justement, et faire attention à ce que ça ne devienne pas une obsession. Bien sûr, pour certains sportifs, si justement derrière il peut y avoir trouble du comportement alimentaire, on essaiera de faire en sorte qu'il n'y ait pas une pesée quotidienne et récurrente pour se détacher un petit peu de ça. Donc c'est toujours contextuel. Deuxième point, la mesure de la masse grasse. On a plusieurs outils pour ça. La pince à pli, qui est un outil qui, lorsqu'il est bien utilisé et lorsque les mesures sont bien réalisées, nous donne une indication très fiable sur le taux de masse grasse. Le DEXA, qui est un outil qui est assez cher, qu'on retrouve surtout dans les milieux hospitaliers, dans les centres sportifs, qui permet un balayage du corps au rayon X et qui nous donne vraiment un résultat très fiable sur la composition corporelle. Et l'impédance-mètre, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui finalement, tous les impédance-mètres ne sont pas aussi fiables, ne sont pas optimaux. Il faut faire attention à bien choisir. Notamment, je pense aux balances qu'on peut retrouver sur, je pense aux balances impédance-mètre qui coûtent une centaine d'euros et qui sont finalement peu fiables, surtout si ça prend en compte que le bas du corps. On sait que, par exemple, chez la femme, la répartition corporelle n'est pas la même entre le haut du corps et le bas du corps. Donc finalement, ça ne donne une indication que sur la moitié du corps. Et donc, ça peut être un petit peu faussé. Concernant les différences que j'ai pu voir, moi, entre une balance impédance-mètre et le Z-Matrix, on a quand même des grosses différences. J'ai observé sur le taux de masse grasse une différence de près de 5%, ce qui est quand même assez énorme. Et surtout, ce que les balances impédance-mètre ne nous donnent pas forcément, alors ça nous donne un volume hydrique, mais ça ne nous donne pas la différence entre le volume intra- et extracellulaire, du moins sur la plupart des balances, et ça, c'est important, je trouve, de voir vraiment, de faire la distinction entre les deux pour savoir quoi optimiser au niveau hydrique. Quelles sont les valeurs cibles au niveau de la masse grasse chez l'athlète? Bien sûr, les valeurs seront différentes en fonction de la discipline, mais également du poste dans chaque discipline. Mais on peut tabler sur des valeurs entre 8 et 12% pour l'homme et 18-20% chez la femme. Évidemment, ça varie en fonction de la discipline. Si on est dans un sport de force, si on est dans un sport collectif, et en fonction des différents sports collectifs et des différents postes, si on est dans un sport d'endurance, et bien sûr, en fonction de l'état de santé de l'athlète. Je pense par exemple aux femmes qui, si elles ont un faible taux de masse grasse, vont avoir une diminution de la production d'hormones sexuelles. Derrière, ça peut entraîner une diminution du remodelage osseux et une diminution de la densité minérale osseuse. Et donc derrière, finalement, des risques d'ostéoporose. Donc ça, c'est pour ça qu'on cherche à ne pas descendre en dessous de 18% chez la femme pour éviter tout risque à ce niveau-là. Observer également si un taux de masse grasse assez faible, l'athlète féminine a toujours ses règles, auquel cas il faudra remonter pour atteindre un taux de masse grasse satisfaisante. Troisième outil, l'entretien diététique qui permet d'évaluer plusieurs choses en consultation. Déjà, l'apport énergétique journalier de l'athlète. Est-ce que son total calorique journalier correspond à ses besoins pour assurer ses dépenses énergétiques et assurer les entraînements? Sa répartition en macronutriments et en micronutriments. Son niveau d'hydratation, son comportement alimentaire, est-ce qu'il y a des restrictions alimentaires, est-ce qu'il y a des troubles du comportement alimentaire, est-ce qu'il y a des grignotages au quotidien, voilà. Plusieurs indicateurs, plusieurs informations sur lesquelles on va pouvoir travailler ensuite.
Et autre point, la gestion de l'alimentation à l'effort, qui est aussi un point important à prendre en compte lorsqu'on s'occupe d'athlètes sur le plan diététique. Donc l'impédance-métrie, le Z-Matrix en l'occurrence, va nous permettre d'avoir une modélisation corporelle à plusieurs compartiments, 5 compartiments. On va pouvoir avoir des informations sur la masse protéique, l'eau intra- et extracellulaire qui constitue le volume hydrique total, le contenu minéral osseux et la masse grasse. Pour quels athlètes ça peut être intéressant de faire une analyse aux Z-Matrix et de voir un petit peu la composition corporelle? Alors, comme je le disais avant, ça peut être intéressant à haut niveau, mais pas que. Alors, pour l'athlète de haut niveau, ça permet d'avoir un bilan complet, fiable, précis et de savoir vraiment sur quel point axer. Est-ce qu'on peut chercher à prendre un petit peu en masse musculaire pour optimiser les performances? Est-ce qu'au niveau masse grasse, on n'est pas un petit peu trop haut? Est-ce que pour l'athlète féminine, par exemple, qui a un faible poids, on n'a pas des répercussions derrière sur la densité minérale osseuse qui pourraient être néfastes à long terme? Est-ce que le bilan hydrique est bien? Est-ce que l'hydratation est bonne et permet une bonne optimisation des performances? Donc voilà, à haut niveau, ça permet vraiment un bilan très complet pour derrière avoir une optimisation nutritionnelle plus précise et vraiment axée sur des points très précis. Pour l'athlète amateur, et pas forcément au niveau, qui, dans une optique de performance, cherche à optimiser sa nutrition, ça peut aussi être intéressant. Dans une optique de santé également, je parlais de la densité minérale osseuse toujours, des troubles du cycle menstruel, ça peut être intéressant pour la prise en charge à ce niveau-là. Et de façon globale, si on cherche à réduire sa masse grasse, pour l'athlète qui va être, pour le sportif du dimanche, qui va faire du sport pour le plaisir et qui va chercher à optimiser sa composition corporelle. Et dans un objectif de réathlétisation, pour prendre en masse musculaire, pour perdre en masse grasse et pour revenir à un niveau de forme satisfaisant. Alors, pour quels objectifs? Pourquoi on va l'utiliser? Pour la perte de poids ou de masse grasse, la prise de poids ou de masse musculaire, comme je le disais avant, dans le cadre de la triade de la femme sportive, donc pour surveiller justement la masse grasse, la densité minérale osseuse, le suivi de l'état de forme et de santé. Parfois, ça nous donne une bonne indication quand même si vous avez un sportif qui vient vous voir et qui est fatigué. Au global, ça permet de voir si justement il n'y a pas une baisse de la vitalité cellulaire. Est-ce qu'on peut optimiser certaines choses? Est-ce qu'il n'y a pas une déshydratation importante qui pourrait expliquer ça? Donc voilà, en l'occurrence, le suivi de l'hydratation et l'optimisation des performances et de la récupération. Et les deux vont ensemble généralement. Plus on optimise sa récupération, plus on est performant parce qu'on est capable de récupérer plus vite et d'enchaîner mieux les entraînements avec une plus grande disponibilité énergétique finalement. Donc pour le sportif, le plus, ça va être déjà que c'est ludique. Moi, je constate en consultation que les gens aiment bien faire cette analyse-là. C'est ludique, c'est concret et finalement, c'est super intéressant pour l'athlète. Pédagogique également parce que on peut vraiment cibler les points d'action et vraiment voir ce qui pêche et ce qui a optimisé. Ça permet de garder le sportif motivé, car finalement, on a vraiment du concret. Lui, il sait vraiment sur quoi axer. Il voit aussi l'évolution. Il peut voir s'il prend en masse musculaire, s'il perd en masse grasse. Et du coup, nous, ça nous permet d'optimiser derrière la nutrition, savoir si ce qu'on met en place, c'est suffisant, c'est satisfaisant, et savoir ce qu'on peut optimiser encore en plus. Et finalement, observer du concret sur le moyen terme, long terme, et ajuster la prise en charge si besoin, comme je le disais juste avant. Quels sont les objectifs de l'optimisation corporelle? Plusieurs objectifs déjà, c'est de trouver le poids auquel l'athlète est le plus performant dans sa discipline, tout en le maintenant dans un bon état de santé. Et ça, c'est un point qui est important. Je pense notamment au sport d'endurance, où souvent on va être à la recherche du poids le plus bas pour soit grimper plus vite en trail, en vélo, soit courir plus vite en course à pied. Et finalement, ça peut parfois délétère parce qu'on peut avoir des réserves en énergie qui sont plus basses, on peut plus facilement se blesser, on récupère moins bien et on peut moins vite, moins bien récupérer et donc moins bien enchaîner les entraînements. Donc voilà, ce premier point, ça va être vraiment de trouver le juste milieu entre poids performance, poids santé et qui finalement définit le poids de forme de façon globale. Donc comme je le disais, comme j'expliquais juste au début sur les déterminants de la performance sportive, la nutrition finalement vient s'ajouter en plus de l'entraînement. Ensuite, ce qu'il faut, c'est avoir un objectif cohérent. Si on cherche à perdre du poids et
ou prendre du poids, si vous avez un sportif qui vient vous voir en vous disant « moi, je cherche à perdre du poids ou à prendre du poids », c'est savoir quel est le but de cette perte ou de prise de poids. Si vous voyez que c'est déjà un sportif qui a un poids bas et qui cherche à perdre encore du poids, la question, c'est de l'interroger sur pourquoi. Est-ce que tu penses que tu vas être plus performant? Est-ce que tu penses que tu vas être plus rapide? Ou au contraire, dans certaines disciplines, on cherche à prendre du poids à tout prix. Je pense notamment au CrossFit, où moi, j'ai souvent des CrossFitters qui viennent me voir en me disant « je veux prendre encore 10 kilos pour soulever encore plus lourd ». Ok, mais est-ce que tu seras justement plus performant? Est-ce que ça te permettra, est-ce que tu fais bien les choses actuellement? Est-ce que tu optimises bien ta nutrition pour faire en sorte de gagner en masse musculaire, en puissance musculaire, en limitant au maximum la prise de masse grasse? Donc voilà, ça déjà, c'est l'interroger sur son objectif pour savoir si son objectif est cohérent. Est-ce qu'on a un sportif amateur ou à haut niveau? Auquel cas, comme je le disais, la prise en charge ne sera pas la même et les adaptations nutritionnelles ne seront pas les mêmes. C'est-à-dire qu'un sportif de haut niveau sera plus amené à faire des sacrifices au niveau alimentaire, alors qu'un sportif amateur, il y aura peut-être d'autres choses à optimiser avant ça, notamment sur l'entraînement, optimiser les points clés au niveau de l'entraînement pour progresser au maximum dans l'entraînement sans s'infliger, alors pas des restrictions, mais sans s'imposer, voilà, c'est ça le mot, s'imposer une certaine rigueur au niveau nutritionnel qui finalement viendrait un petit peu contrebalancer avec le mode de vie social et viendrait sortir un petit peu l'athlète de sa vie sociale et finalement serait très restrictif pour lui. Quel est le rapport bénéfice-risque de ce qu'on va mettre en place? Voilà, ce que je disais tout à l'heure, par exemple, chez l'athlète féminine qui va avoir un poids qui est bas, est-ce que baisser encore plus le poids, ça peut être, ce ne sera pas néfaste pour sa santé et puis même pour ses performances finalement. Alors, en combien de temps et combien de kilos? On en revient au point de la première diapo qui est le calendrier sportif. Si vous avez un sportif qui vous dit « moi, dans un mois, j'ai ma première course, il faut que je perde 10 kilos pour être bien », en fait, vous allez lui dire « là, en fait, c'est contre-productif au total, ce que tu me dis, parce que si tu cherches à perdre 10 kilos maintenant en un mois, ce que tu vas surtout perdre, c'est de l'eau, c'est du glycogène et donc des réserves énergétiques, et en fait, tu vas être moins performant. Tu vas être déshydraté totalement, tu vas être à plat, et donc ce ne sera pas du tout productif. » Donc voilà, voir si on a assez de temps sur la durée pour mettre en place ce qu'on met en place, justement. Pareil, si on est dans un sport à catégorie de poids, pas s'y prendre la semaine avant, quoi. Il y a certains protocoles à mettre en place pour faire en sorte d'arriver au poids de compétition de la meilleure des façons et en un laps de temps suffisant. Donc voilà, ça c'est important à prendre en compte, c'est le temps qu'on a pour mettre ça en place. Et dernier point, être dans le respect de l'athlète et dans l'écoute de ce qu'il se sent, de ce qu'il a envie de faire. C'est pas à nous d'imposer quelque chose à son sportif, c'est à nous en fait d'écouter ce qu'il se sent capable de faire, ce qu'il a envie de mettre en place. Et en fait, ça permettra une meilleure adhésion de sa part. Alors, si on cherche à perdre du poids, justement, on parle des stocks d'énergie, de la gestion des stocks d'énergie. Si on perd du poids, on va forcément aborder l'entraînement avec une plus faible disponibilité énergétique. D'où l'importance d'avoir une perte de poids qui est progressive pour ne pas épuiser les réserves énergétiques, principalement en glycogène, ce qui permet surtout sur les efforts intenses d'assurer la fourniture énergétique pour assurer la contraction musculaire. Ça va permettre aussi de maintenir le niveau d'entraînement et donc la performance forcément, d'avoir l'énergie nécessaire à l'entraînement pour pouvoir maintenir des blocs d'intensité satisfaisants et pouvoir rester sur ces perfs de d'habitude. Et finalement, de bien récupérer et de mieux enchaîner. Donc, perte de poids progressive, quand on cherche à mettre un déficit en place, on va mettre un déficit en place de 10-15% maximum, voir comment le sportif réagit. On ajuste en fonction de si c'est trop rapide, si c'est pas assez rapide, mais on cherche vraiment à mettre en place une perte de poids progressive. Éviter la déshydratation, forcément, s'il y a perte de poids. Alors, on sait que 1 gramme de glycogène est stocké avec 3 grammes d'eau. Ça, c'est pour la petite info. Ce qui peut expliquer aussi que quand on fait une surcharge glucidique, il y a une prise de poids parce que c'est surtout de la flotte en fait, qu'on retient. Mais si on perd du glycogène parce que nos réserves énergétiques diminuent, on va aussi perdre pas mal d'eau. Donc, maintenir un bon niveau d'hydratation pour limiter la chute des performances physiques et cognitives. Le risque de blessure et par contre, éviter de se surhydrater. Souvent, le réflexe quand on mange moins en énergie, ça peut être de se surhydrater pour
pour justement avoir un volume hydrique qui masque un petit peu potentiellement la faim si le protocole nutritionnel n'est pas bon. Sauf que derrière, une surhydratation, ça peut avoir aussi des conséquences au niveau physique, physiologique. Limiter la fatigue et éviter les blessures, donc rester à l'écoute du sportif et de son état de forme, comme on disait avant. Une restriction énergétique peut engendrer plusieurs choses. Déjà, une fatigue qui va être accrue, d'où l'importance de mettre une restriction énergétique, enfin, un déficit énergétique progressif et limité. Des troubles du sommeil et du cycle menstruel. Si on a un faible apport en lipides sur le long terme, ça peut engendrer une diminution de la production des hormones sexuelles et donc des troubles du cycle menstruel chez la femme. Des troubles du sommeil également. On sait que les glucides aident à synthétiser la sérotonine et donc finalement, un déficit en glucides, ça peut induire des troubles du sommeil derrière. Une baisse d'énergie et de motivation. Et finalement, l'athlète est beaucoup moins motivé à aller s'entraîner. Une perte de motivation, une déshydratation et une fonte musculaire. Si on met un déficit énergétique trop important en place, on a une fonte musculaire derrière qui s'installe et c'est pas intéressant. Et comme on le disait, et comme je l'ai répété déjà plusieurs fois, un faible taux de masse grasse peut entraîner une faible densité minérale osseuse et un risque de blessure accrue, voire d'ostéoporose sur le long terme. Donc, progressivité et adhésion, ça c'est un des objectifs de l'optimisation corporelle. L'athlète doit être en phase avec la méthode que l'on met en place. Il n'y a pas qu'une seule méthode. Il y a autant de méthodes que d'athlètes, j'ai envie de dire. Donc, il faut trouver ce qui est le mieux adapté pour lui, ce qui est le plus adapté et ce qui est le plus capable de maintenir dans le temps. Si on met quelque chose en place qui ne lui convient pas, il va le tenir pendant 2-3 semaines parce qu'il est motivé et après, ce sera beaucoup plus difficile à tenir au quotidien. Donc, progressivité pour ne pas avoir de frustration et que l'athlète ne soit pas brusqué et pour une bonne gestion de la fatigue et de l'énergie. Et une bonne adhésion, ce qui permettra une meilleure implication. Il y aura une confiance mutuelle entre vous et l'athlète, ce qui est important pour avoir des résultats concrets et optimaux. Discussion et adaptation, c'est toujours des adaptations à faire au fur et à mesure des consultations. Voilà, c'est pas parce qu'on a commencé sur un protocole que ce protocole doit rester le même jusqu'à l'objectif atteint. On peut changer un petit peu de méthode. Et finalement, un athlète qui adhère au protocole, ce sera un athlète qui aura de meilleurs résultats. Pour finalement permettre l'autonomie de l'athlète et qu'il soit en mesure de gérer seul sa perte de poids, sa prise de poids et de façon globale, sa nutrition. Donc, le rôle du diététicien du sport, ça va être de l'éduquer d'un point de vue nutritionnel, lui expliquer pourquoi certaines choses sont mises en place et à quelle fin. Ça, c'est important. Moi, j'aime bien expliquer pourquoi on met des choses en place dans l'alimentation, que ce soit au quotidien ou à l'effort, à quoi ça va servir pour que l'athlète comprenne ce qui se passe au niveau de son corps, dans quel but on met ça en place. Je trouve que c'est important qu'ils comprennent ça pour qu'après, ils soient plus autonomes dans sa pratique et qu'ils comprennent vraiment « Ah oui, ok, ça c'est important pour ça, donc il faut que je mette ça en place ». L'aider à gérer seul sa nutrition, l'objectif, c'est pas qu'il ait besoin d'un suivi nutritionnel toute sa vie, c'est que justement, il puisse acquérir les clés nécessaires pour pouvoir se prendre en charge de façon individuelle. Le responsabiliser, ça aussi c'est important, c'est lui qui est maître de sa nutrition. Nous, on est une aide, mais c'est en aucun cas nous qui sommes responsables de sa nutrition, de son alimentation et des résultats. C'est à lui en fait de mettre les choses en place et finalement de se responsabiliser pour avoir des résultats optimaux, pour au final qu'il soit autonome. Et on va passer à quelques études de cas sur le Z-Matrix, justement, quelques petites mesures que j'ai effectuées sur le Z-Matrix pour vous expliquer comment lire les rapports et comment adapter après derrière la nutrition finalement. Alors, premier rapport, tac, est-ce que vous voyez bien? Ouais, je pense que oui. Donc là, on est c'est une athlète qui fait du triathlon longue distance, donc voilà, format Alpha Ironman, qui est venue me voir pour une perte de poids. Donc on a commencé à 79 kg pour 1,77 m.
Alors, ce qu'on peut constater sur l'analyse effectuée aux Z-Metrics, c'est que déjà, alors, on a un indice d'activité métabolique et une masse cellulaire active. Ça nous permet de voir l'état de forme de l'athlète de façon globale. L'indice d'activité métabolique, ça renseigne sur la perméabilité membranaire, les échanges cellulaires et finalement sur l'état de forme global de l'athlète. La masse cellulaire active, ça rejoint un petit peu le premier point, ça nous renseigne sur l'hygiène de vie du sportif, son potentiel de forme, sa capacité aérobie, son sommeil et finalement, comme je le disais, tout son hygiène de vie. Donc là, ce qu'on constate, c'est que finalement, à première vue, on a un petit peu limite. On voit que au niveau de l'hygiène de vie et de l'état de forme global, c'est peut-être un petit peu limite. On est un peu bas par rapport aux bornes. Voilà. L'objectif, c'est toujours de se situer dans les bornes hautes et basses, d'être au milieu de tout ça. Ces valeurs-là, à droite, qui constituent finalement les moyennes de référence, elles varient en fonction du profil que l'on va rentrer lorsque l'on fait la mesure au patient. Lorsque vous rentrez le profil du patient dans le logiciel avant de lui faire la mesure, vous pouvez choisir si c'est un profil bien-être, si c'est un profil sportif amateur ou sportif haut niveau. Donc les valeurs-là vont changer évidemment. Un athlète qui va être un sportif de haut niveau n'aura pas les mêmes références au niveau de la masse grasse, par exemple, qu'un sédentaire. Donc là, à première vue, ce qu'on constate, c'est que l'état de forme n'est pas terrible. Un troisième indicateur qui est intéressant, c'est le contenu protéique corporel. Donc, ça nous renseigne sur la quantité de protéines au niveau corporel et finalement sur l'apport en protéines globales. On voit que ça peut être un petit peu limite. Donc, finalement, l'apport en protéines serait peut-être un petit peu à optimiser, monter un peu l'apport en protéines pour derrière avoir plus de contenu protéique corporel et fabriquer plus de masse musculaire. Au niveau de la masse grasse, on est dans les valeurs hautes, mais ça pourrait être optimisé pour une pratiquante de triathlon, surtout sur du long. Donc, valeur haute, masse musculaire. Est-ce que je peux... Ouais, c'est bon. Deuxième. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'index de masse musculaire vraiment revenu au kilo par rapport, au poids et à la taille. C'est cet indicateur-là qui est le plus intéressant, je trouve. Donc là, on voit qu'on est bien au niveau masse musculaire. Si on était un petit peu plus haut, ce serait pas trop mal non plus, mais globalement, c'est dans les normes. Et le volume hydrique, et là, on voit que globalement, on est quand même très, très bas. Alors, on a un indicateur sur le volume d'eau total en litres, sur l'hydratation du corps en pourcentage. Donc là, on voit qu'on est vraiment, vraiment en dessous au niveau de l'hydratation. Et on a une indication sur l'eau extracellulaire et intracellulaire. L'eau extracellulaire, ça nous donne des informations sur l'hydratation des dernières 24-48 heures, sur l'hydratation du quotidien. Et par contre, l'eau intracellulaire, donc à l'intérieur des cellules, ça nous donne des informations sur l'hydratation profonde et chronique finalement. Donc là, on voit que globalement, l'hydratation serait vraiment, vraiment optimisée. Donc, en début de suivi, on a plusieurs informations. Et je vais vous mettre le rapport du dernier rendez-vous. Alors, attendez. Hop. Et après, je vous montrerai l'évolution avec le suivi, avec les courbes. Alors, j'espère que vous voyez bien. Donc là, on est combien de temps après? On est... là, c'est le 19/5/2021. Et là, on est au 11/5/2022. Donc finalement, un an après. Ce qu'on voit, c'est qu'un an après, il y a eu une perte de 9 kilos, tout pile. L'état de forme est un petit peu remonté. On voit qu'il y a une meilleure vitalité cellulaire, une meilleure capacité aérobie. Donc, la sportive est plus en forme. Donc ça, c'est plutôt positif. Au niveau du contenu corporel protéique, on voit que c'est monté également. Les réserves en protéines sont plus élevées, donc ça, c'est positif. Au niveau de la masse grasse, donc ici en pourcentage et ici, on voit une perte de masse grasse de 4,5 %. Donc, on est passé de 26% à 26% et quelques à 22%. Le contenu minéral osseux était sain. Dès le début, ça, il n'y avait pas de souci. Masse musculaire, on voit qu'on a pris un petit peu en kilos de masse musculaire et l'index de masse musculaire n'a pas bougé, mais par contre, on voit qu'il y a vraiment une différence notable au niveau de la masse grasse. Au niveau hydrique, alors, c'était mieux. On voit quand même que le pourcentage d'hydratation est passé de 45% à 50%.
Mais ce n'était pas encore ça. Bon, il y avait encore du travail derrière à faire sur l'hydratation. Au niveau extracellulaire, bon, on était dans les normes. Au niveau intracellulaire, on est remonté aussi un petit peu. Là, on voit qu'un an avant, au niveau intracellulaire, c'était vraiment bas. Donc, il y a vraiment un travail sur l'hydratation qui a été fait, même si ça pourrait être optimisé, on pourrait facilement monter à 55% d'hydratation, quoi. L'hydratation, ça va monter aussi avec la masse musculaire. On sait que la masse musculaire, c'est à peu près 70% enfin le muscle, c'est à peu près 70% d'eau, alors que la masse grasse, on est plus à 20% d'eau. Donc en fait, plus on va perdre en masse graisseuse et plus on va prendre en muscle, plus on va être hydraté. C'est la raison pour laquelle aussi souvent les hommes ont un pourcentage d'hydratation plus haut, parce que ils ont plus de muscles de façon générale. Donc voilà pour l'évolution sur un an. Ce que je voulais vous montrer aussi, oui, c'était ça. Donc là, le Z-Matrix peut aussi nous donner un rapport avec un suivi sur le long terme avec des courbes. Donc, on voit qu'en un an, on est passé de 26,41% de masse grasse à 22% de façon progressive. Au niveau de la masse musculaire, on voit qu'on a pris en masse musculaire à peu près 4%. Le volume d'eau total, alors vous pouvez choisir les indicateurs. On peut en mettre que 4, il me semble, mais après, sur le Z-Metric, vous pouvez changer et mettre les indicateurs qui vous semblent plus pertinents. Et là, le poids, on voit une évolution du poids progressive et plutôt linéaire. Autre rapport que je voulais vous montrer. OK. Donc là, on est sur une sportive qui fait du trail. Est-ce que c'est celui-là? Ouais, OK. On est sur une sportive qui fait du trail et qui a un pourcentage de masse grasse qui est assez bas. Donc, on voit que la masse grasse, elle a 12,47%. C'est une athlète qui a des antécédents d'anorexie, justement, qui n'a pas ses règles. On voit que le contenu minéral osseux est plutôt sain. Donc, voilà, ça c'est ce que je vous disais avant. Ça permet de voir vraiment s'il y a des risques d'ostéoporose, s'il y a des risques de fractures et de troubles de la densité minérale osseuse. Donc là, on voit que la masse grasse est faible. Pour une femme sportive, on va essayer de ne pas descendre en dessous de 17-18% quand même. Par contre, le contenu minéral osseux est pas mal. On voit que c'est une sportive qui est plutôt en forme, hein, au niveau de l'indice d'activité métabolique, la masse cellulaire active, on est bien. Et le suivi qui a été réalisé quelques mois plus tard, on voit que... non, c'est pas du tout celui-là, excusez-moi. C'est le deuxième. Alors, on voit qu'il n'y a pas une grosse prise de poids. On a pris 500 grammes. Voilà, elle était à 58,5 kg. Là, on a 59 pour 1,78 m. Donc, on est toujours sur un IMC à ses limites, 18,62. Par contre, la masse grasse est déjà un petit peu remontée. On est à 15%. Donc voilà, on surveille toujours le contenu minéral osseux parce que même si elle remonte, elle reste à un pourcentage de masse grasse qui est faible, elle n'a pas ses règles. Donc, on regarde ça parce que ça peut baisser à ce niveau-là. Donc voilà pour cet exemple-là. Ce que nous permet aussi le Z-Metric, c'est donc de nous montrer le suivi avec des courbes et pour le patient de nous fournir une évaluation simplifiée avec des smileys, ce qui permet de voir vraiment les points qui pêchent. Là, dans le cas de cette athlète-là, qui avait un taux de masse grasse assez faible, ça nous dit que la masse grasse est quand même assez basse, 15%. Donc là, c'est le rapport qui a été effectué sur la deuxième mesure. On voit aussi l'évolution avec le suivi. Là, on voit qu'elle a pris 1,5 kg de masse grasse par rapport à la mesure juste avant. Donc voilà, on voit que l'hydratation n'est pas terrible, donc on sait qu'on va pouvoir agir à ce niveau-là. Et au niveau des indices de forme, on est bien. Autre rapport intéressant, on peut générer des conseils pour optimiser justement la composition corporelle. Lorsque l'on fait l'analyse, en fait, on peut sortir en PDF le rapport, donc avec les jauges, le suivi avec les courbes, le rapport simplifié avec les smileys et une fiche conseil justement avec par indicateur comment optimiser par l'activité physique et l'alimentation l'optimisation corporelle. C'est quelque chose qu'on peut modifier en tant que praticien. Lorsqu'on effectue la mesure et qu'on sort le PDF, on peut modifier si on n'est pas d'accord avec certaines choses, donc on veut rajouter certaines choses. Donc ça, c'est pas mal, ça permet de donner pas mal de conseils et de compléter la prise en charge.
Troisième exemple que je peux vous montrer. Donc là, on est sur un rugbyman qui fait 1,73 m et 64 kg, donc un poids pas vraiment très haut. Pour un rugbyman, bien qu'il joue ailier, donc c'est pas les postes où on est le plus lourd, mais tout de même. Donc là, on voit que entre 8 du 7 2021, ok, en un peu moins de... Mince, j'arrive pas à décaler ça. Ah mince, il y a la barre au-dessus. Ah, ok. En un peu moins d'un an, on a réussi à avoir une prise de poids de presque 4 kilos. Au niveau de l'état de forme et de la vitesse de la vitalité cellulaire, pardon, on est très bien, il n'y a pas de souci. La masse grasse, on est passé de 15% de masse grasse à 13,37%. Ce qui est un petit peu plus correct pour un sportif, alors qui s'entraîne. Il faisait du rugby quand même à un bon niveau, à peu près 10-12 heures d'entraînement par semaine. Donc voilà, au niveau de la masse grasse, on est un petit peu plus représentatif. Et au niveau de l'hydratation, il n'y avait pas de souci notable, hein, il buvait bien, donc on était bien dans les normes. Et un autre rapport que je peux vous montrer, ah oui, je voulais vous montrer ça. Ça, c'est pour vous montrer que, en fait, parfois, on peut optimiser justement la composition corporelle en faisant en sorte de rester au même poids, mais en augmentant la masse musculaire et baisser la masse grasse. Et ça, c'est intéressant, en fait. On peut voir que finalement, le poids ne bouge pas et que on peut optimiser la masse musculaire pour prendre un petit peu en masse musculaire et baisser la masse grasse. Bon, là, c'est léger, hein, mais on passe de 12 à 11,8 de masse grasse. On prend un petit peu en masse musculaire, l'hydratation du corps est meilleure et finalement, le poids ne bouge pas. Donc, on peut prendre en masse musculaire et perdre en masse grasse, dans la mesure du possible, mais c'est possible. Tac. Ok, eh bien voilà pour l'analyse. Est-ce que vous avez des questions sur le Z-métrique, sur cette présentation? Dites-moi. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Eva, peut-être? Je n'ai pas de choses à rajouter pour le moment, mais tu as une petite liste de questions. Ah oui, que je vais voir parce que j'ai pas eu le temps de voir. Mais Alors, je vais te les dire au fur et à mesure si tu veux. Alors, la première question, elle est Cyril Fauché, mais je vois que Cyril Fauché n'est plus devant son écran. Donc, je vais attendre qu'il ah revienne. mince, ok. Il y a Monica qui dit, est-ce que tu as des données qui concernent la masse grasse optimale selon les sports? Lorsqu'elle a fait son DU, on lui a parlé jusqu'à 25% pour les femmes, pour les sports co. Je pourrais retrouver ça et peut-être que tu peux fournir avec le replay des documents, c'est possible? Ouais, je peux. Ok. Et ben je fournirai ça alors. Mm. On utilise, nous, pas mal les textes. J'ai un gros bouquin, un espèce de pavé qui donne des trucs en plus avec des courbes oranges, des courbes violettes. Et Oui, je ouais. sais qu'il y a une thèse aussi qui a été faite. Enfin, c'est pas un travail de thèse, mais c'est un gros travail bibliographique qui, justement, en fait, elle a repris énormément de publications sur quasiment tous les sports qui existent et elle a sorti des tableaux par type de sport des valeurs optimales. Et on voit qu'en fonction des papiers, même pour les mêmes sports, même pour le même niveau, ça donne des fourchettes hyper larges. Ouais. Donc, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses. Ok. Il y a Myriam qui dit que tu dis suivre les sportifs amateurs et les hauts niveaux différemment. Dans quelle mesure? Parce que pour elle, elle les suit de la même manière. Alors, dans les adaptations nutritionnelles qu'on va faire, je trouve que ce ne sera pas pareil parce que, comme je le disais, un athlète à haut niveau va devoir en fait faire des sacrifices, et je mets sacrifices entre guillemets, mais c'est un petit peu le cas quand même, plus important, là où un athlète amateur aura peut-être d'autres choses à optimiser sans avoir des restrictions importantes au niveau de la nutrition. Je vais donner un exemple, hein. Moi, j'ai un sportif, enfin, j'ai des sportifs des fois qui viennent me voir. Là, j'ai un triathlète en tête qui est venu me voir parce qu'il préparait son premier triathlon donc aux distances olympiques. Il faisait du triathlon depuis 1 an.
il s'entraînait 4 heures par semaine et de ce qu'il me disait, il voulait quelque chose de vraiment super strict, avec des quantités, avec des calories, des grammages, des machins. Je lui ai dit, mais en fait, peut-être qu'on pourrait déjà optimiser ta nutrition, ce qui pêche dans ton alimentation. Voilà, est-ce que tu manges assez de protéines? Est-ce que ta quantité de glucides est suffisante, tant au niveau quantitatif que qualitatif? Est-ce que tu es bien au niveau de ton apport calorique, pardon? Est-ce qu'on peut jouer sur le volume alimentaire? En fait, souvent, le sportif de haut niveau va déjà être assez averti sur l'importance de la nutrition, va déjà avoir une nutrition qui est correcte, voire bien, et encore, ça dépend des disciplines. Hein. Là, surtout dans les sports d'endurance, généralement, ils sont beaucoup plus rigoureux que dans les sports collectifs, par exemple. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que le sportif à haut niveau, il va souvent pouvoir faire des sacrifices peut-être plus importants. Je vois que Cyril Fauché est revenu. Il a une question sur quels indices le Z-Matrix recueille-t-il directement et lesquels sont extrapolés via des algorithmes aussi fiables soient-ils, avec un smiley qui sourit. Est-ce que tu sais répondre ou pas? Attends, alors quels indices les animatrices recueillent-ils directement? Ouais. Quels indices tu mesures et quels indices tu calcules? J'ai pas compris la question, je t'avoue. En fait, alors il y a quelques... Comment dire? Les seuls indices qu'un impédance-mètre mesure sont des données d'impédance. Donc, c'est des Ok. données brutes qui sont des données en ohms. L'indice d'activité métabolique est aussi mesuré directement puisque finalement, c'est un angle en fait en impédance-métrie. Tout le reste nécessite les infos du patient, âge, taille, poids, sexe, les mesures d'impédance-métrie. Donc, avec Z-Metrix, ça a 7 fréquences différentes pour pouvoir ensuite calculer en fonction du genre du patient, s'il est debout, couché, s'il est à droite ou à gauche, et si tu es un sportif ou pas un sportif. Donc les seuls vraiment qui sont mesurés par tout impédance mètre, c'est des données en impédance, mais qui ne sont pas des données de composition corporelle. Ok. Donc je pense que ça répond à sa question. Ensuite, il y a Le Morgane qui pourcentage demande d'erreur. ouais, pourcentage d'erreur. Il me semble que c'est 5%, c'est ça? Ouais, alors c'est compliqué de répondre parce que ça dépend des indicateurs, ça dépend si c'est des modèles Ouais, Z-Metrix ou si c'est au maximum, on est à 3,5%. ok. Et on considère qu'en gros, dès que c'est moins que 5, c'est pas mal, quoi. Il y a Audrey qui demande les risques physiologiques d'une surhydratation. Eh bien, alors, une des choses à laquelle je pense, bah déjà, c'est l'hyponatrémie. L'hyponatrémie, donc, qui correspond à un déficit en sodium, au final, peut, alors surtout dans les sports d'endurance, sur les épreuves de longue distance, de longue durée, où finalement, si on n'apporte pas assez de sodium, bah, on va avoir un déficit en sodium qui va s'installer et on peut faire un œdème après. Un œdème intracellulaire parce que c'est que des échanges hein, au niveau corporel et au niveau hydrique. Hein. Donc forcément, l'eau se dirige toujours du milieu le moins concentré vers le milieu le moins concentré. Donc si on n'apporte pas assez de sodium durant l'effort, l'eau va rentrer dans les cellules pour venir diluer un petit peu rétablir un petit peu l'équilibre entre le milieu extra et intracellulaire. Sauf que si on se surhydrate, qu'est-ce qui se passe? On a le même effet en fait. On va, comment dire, je perds un petit peu mes mots. Si on se surhydrate, on va déjà créer un déficit en sodium au niveau sanguin parce que le sang sera moins concentré en sodium. En gros, c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, l'eau va se diriger vers le milieu intracellulaire pour venir diluer le milieu intracellulaire qui est plus chargé en sodium. Donc voilà, un des risques physiologiques d'une surhydratation. Et de façon globale, ça peut créer du coup un œdème au niveau intracellulaire. Il y a Audrey aussi qui complète en disant au niveau digestif, tu as des risques de vomissement à l'effort. Ouais, bien sûr. Surhydratation, alors à l'effort, déshydratation et surhydratation. Ouais. Surhydratation parce que la vidange gastrique sera diminuée. Hein. On sait que la vidange gastrique, c'est à peu près 500-800 millilitres. Un petit peu plus pour les hommes. On est plus vers 800 millilitres pour les hommes, 500 millilitres par heure pour les femmes. C'est par heure, hein, ces valeurs-là. Donc, avec des tolérances individuelles. Hein. Certains arriveront à consommer 1 litre d'eau par heure sans problème. Mais oui, une surhydratation, ça peut créer ça peut induire une vidange gastrique qui est moins optimale et des troubles digestifs derrière. Et au contraire, une déshydratation, ça épaissit un petit peu le sang, les échanges se font moins bien, le tube digestif est moins bien irrigué et donc derrière, on peut avoir des risques de troubles digestifs.
Ensuite, on a des questions sur tes cas pratiques. Alors, il y a plein de questions qui, globalement, vont ensemble. Il y a Lou qui dit que tu présentes tes taux d'hydratation intra-extra en pourcent qui se sont améliorés, mais que l'hydratation totale, toujours en pourcent, est plus faible. Ça lui arrive aussi, et comment l'expliquer? Et il y a Stanislas qui répond en partie à la question de mon point de vue, en demandant pourquoi tu ne traduis pas les évolutions en kilos et litres à la place des pourcents qui finalement sont influencés par la variation du poids. Je pense que, si moi je peux répondre, en effet, l'eau, c'est pertinent pour moi de la suivre dans tes graphiques plutôt en litres plutôt qu'en pourcentage. Par contre, pour les sportifs qui ont l'habitude qu'on leur parle de pourcentage de masse grasse, de pourcentage de masse musculaire, ça me paraît assez logique et plus facile à expliquer quand on parle de pourcentage sur le gras et le muscle. Par contre, en effet, je pense que regarder l'eau en extra, en intra, en litres, c'est plus simple à interpréter, surtout dans le suivi, parce que du coup, tu n'as pas d'impact du poids. Oui. Non, en pourcentage, tu veux dire? En pourcentage, tu vas avoir un impact du poids. Vu que c'est divisé par le total et le poids bougeant, le total va bouger aussi avec. Bah, en litres aussi, au final. Si tu perds 10 kilos, tu auras moins de Je suis libido. d'accord. Je suis d'accord, mais c'est pour ça que du coup, il est plus pertinent de les regarder en suivi, en valeur pure, plutôt qu'en pourcentage, qui va être un mélange avec ce que tu as sous la division, quoi. Ouais. Voilà. Stanislas demande aussi ce que tu as proposé au niveau alimentaire pour le premier cas de la patiente là, qui a perdu 9 kilos. Comment tu as réussi en un an à avoir un résultat aussi parfait? J'avoue qu'elle a été bonne élève, celle-là. Ouais. Alors, déficit 10-15%, bon apport en protéines, 1,6-1,7 g de protéines par kilo de poids de corps. Pourquoi? Parce que on cherche à limiter justement la perte de masse musculaire lorsqu'on cherche à perdre du poids. Et parce qu'elle avait un régime plutôt végétal. Donc, elle mangeait pas de viande et un petit peu de poisson. Donc, voilà, moi, je me situe plutôt dans la fourchette haute quand c'est comme ça, parce qu'on sait que le profil en acides aminés essentiels est peut-être un petit peu moins qualitatif. Et qu'elle faisait quand même, elle avait quand même un bon volume horaire d'entraînement à 10, 12, 15 heures parfois d'entraînement par semaine. Donc voilà pourquoi je me situe plutôt dans la fourchette haute quand c'est comme ça. Pour les sports d'endurance, voilà, moi j'aime bien être entre 1,2 et 1,7 g de protéines par kilo de poids de corps. Au niveau des lipides, on baisse à peu près 30% de l'apport énergétique total, en faisant attention d'être toujours, moi je fais attention toujours à être au-dessus de 1 g par kilo de poids de corps pour assurer une bonne synthèse hormonale derrière. Et après, c'était une bonne gestion de l'alimentation à l'effort pour éviter les hypos, pour éviter les fringales et les grignotages derrière, et un apport en glucides global satisfaisant. Plus, on a bossé sur l'hydratation, mais c'était compliqué, même encore après, derrière, sur l'hydratation. Elle buvait beaucoup, mais ça remontait pas énorme. Alors, on voit que ça remonte, hein, C'est long. mais c'était pas énorme. C'est long. Je pense que même un an, tu vois, des fois, c'est compliqué. Ouais, ouais. Elle va perdre du gras, elle va prendre la prod. En même temps, le corps, il doit gérer une hydratation, enfin, une augmentation de l'hydratation. Je pense que le corps, il ne sait pas tout faire. Mais c'est une femme. Mais voilà, je pense que ça peut être compliqué. Alors, je continue de descendre les questions. Donc, il y a Clémentine qui demande le tarif. Je vous invite à vous rapprocher de votre diététicien. On a des systèmes qui permettent de louer à partir d'une centaine d'euros par mois. Et après, sur des achats tout compris, on va être autour de 4 500 euros. C'est un investissement, certes. Par contre, ça peut être rentabilisé quand même assez rapidement. Et puis, c'est durable dans le temps, hein. Nouchka, ton appareil, toi, il a 2 ans. Mais là dans l'atelier, on a des gens qui sont là depuis le tout début, qui ont un Z-Matrix qui a une dizaine d'années. Donc, c'est un investissement sur du long terme. Il faut nous faire confiance et vous avez un bel outil. Je vois juste une question au-dessus, là, avant que tu descendes. À quelle fréquence est-il pertinent de faire les mesures? Ah, tu vois, je l'ai mangé, celle-là. Ça dépend. Alors, Mm. soit vous le faites tous les mois en consulte, si vous les voyez tous les mois, c'est à rien de le faire moins, je trouve. Plus rapproché, ce sera pas pertinent du tout. Après, si c'est des sportifs que vous suivez à l'année, c'est bien de le faire, par exemple, en début de saison, pour avoir un point de départ, en milieu de saison et en fin de saison, alors une fois tous les trimestres, en fait. Je trouve que c'est pas mal. Ok.
Par rapport à l'hydratation, comment est-ce que tu arriverais à optimiser l'hydratation d'une personne qui est déshydratée, mais qui boit 3 litres d'eau par jour? Et en complément, comment tu interprètes une déshydratation extra et une rétention d'eau intra? Alors, la rétention d'eau intra, chez le sportif, elle est normale, hein. Pour moi, un sportif ne fait pas de rétention d'eau en intracellulaire. Au contraire, je dirais même que c'est normal sur un bilan aux Zenflex. Et puis surtout, ça peut influer en fonction de quand tu fais la mesure, je crois, hein. Si tu fais la mesure tout de suite après un effort intense, ça peut jouer. Un petit peu. Ouais, un petit peu. Et pour la première partie, alors comment optimiser l'hydratation pour une personne qui est déshydratée, mais qui boit déjà 3 litres d'eau par jour? Bah, déjà, voir si c'est 3 litres d'eau, ça lui suffit, hein, parce qu'en fait, alors 3 litres d'eau, ça peut paraître beaucoup, mais imaginons que tu fasses 2 heures de vélo sur ta journée, tu as besoin en gros de 2 litres sur ta séance, si on part sur 500 millilitres par heure, plus tes 1,5 litre de litres à côté. Au final, 3 litres, ça peut vite, ça peut être limite en fonction de la discipline que tu fais, quoi. Et après, voir à côté si il y a pas mal de diurétiques à côté. Je pense notamment au café, au thé. Parfois, une haute consommation de caféine, ça peut avoir un effet diurétique et donc à déshydrater. Donc, je regarderai ça quoi, en priorité. Et puis surtout, enfin, aussi, qu'est-ce qu'il boit? Comment il le boit? Enfin, c'est important Ouais, ouais. de vraiment qualifier les apports et de pas de voir s'il boit que de l'eau pétillante. Enfin, voilà, je pense qu'il y a un travail aussi là-dessus à faire. Et autre point aussi, Euh, est-ce que juste dans l'alimentation, il y a assez de végétaux, assez de produits laitiers et donc des aliments qui contiennent beaucoup d'eau, quoi. Parce qu'on sait que dans l'alimentation, à peu près 1 litre de l'eau qu'on apporte au quotidien, ça vient des aliments, quoi. Est-ce que Stanislas demande si tu utilises des protocoles Train Low ou Sleep Low pour améliorer la composition corporelle? Non, non, non. Ok. Non, pour ma part, non. Ok. Christelle demande si tu utilises 2 rations différentes pour le même sportif pour les jours où il y a entraînement et une où il fait rien. Euh, ah, ça dépend. J'aime bien partir du principe que les jours où tu n'as pas entraînement, c'est fait aussi pour bien récupérer dans l'assiette. Maintenant, évidemment, les jours où tu vas avoir une dépense énergétique qui peut parfois aller du simple au double, tu augmentes. Mais alors, c'est plus des conseils que je vais donner plutôt que de faire une ration. Moi, je vais surtout faire une ration globale, équilibrée sur la moyenne de la semaine. Et derrière, je vais dire, bon, OK, après telle séance, il faut que tu axes sur telle chose, il faut que dans ton assiette, tu aies ça, il faut que tu mettes plus de glucides, plus de protéines, plus de ci, plus de ça, moins de ça. Donc, ça va plutôt être comme ça. Je vais donner des conseils sur l'adaptation en fonction des jours d'entraînement. Ok. Ok. Est-ce que pour toi, la mesure, elle est faussée après, quand elle est effectuée après 2 à 3 heures d'un entraînement? Est-ce qu'il faut faire la mesure à un moment particulier de la journée? Je pense qu'il faut l'écarter un petit peu d'une séance qui va être intense où potentiellement il y aura une déshydratation, quoi. Mais ça Je sais jouera pas pas si sur t'en ta masse penses. grasse. Je suis d'accord avec toi, hein. Mais ça jouera pas un poil sur ta masse grasse grâce aux équations non déductives. Par Et contre, après, ouais. dis-moi ce que tu en penses, mais peut-être que ça peut être intéressant d'effectuer la mesure avant et après l'entraînement pour voir un peu les mouvements d'eau. Alors, oui et non. Oui, si tu veux vraiment regarder ce qui se passe en intracellulaire. Non, si globalement tu veux juste regarder de l'eau, parce que je pense que sur un effort de quelques heures, il peut perdre que de la flotte. Donc déjà ne serait-ce que peser ton athlète avant, après, en fonction des Oui, différents types je pense que ça déjà c'est la par la base. double pesée, ouais, Faire ouais, une bien. mesure avant, après, j'ai du mal à vraiment voir Et l'intérêt au niveau de la intra-extra, flotte. ça peut être intéressant de. Bon, c'est une suggestion, mais Je sais je vais pas, parce que je pense que c'est tellement dépendant de ce qu'il a fait dans les 48 heures avant que je suis pas sûre que tu vas voir grand-chose. Ouais. Hmm. Comment tu fais à distance, vu que tu peux pas utiliser ton impédance-mètre? Je le fais pas à distance, je le fais que avec les athlètes que je vais avoir en présentiel. Donc quand je me déplace pour voir les athlètes, quoi. Mais sinon, à distance, bien sûr, je ne le fais pas. Du coup, Ok. je le fais beaucoup moins depuis que j'ai déménagé là il y a un an. Parce que je suis principalement en visio, sauf les athlètes que je vais voir dans les clubs où je bosse avec des kinés et des médecins là où j'habite maintenant, où du coup, ponctuellement, je vais faire des prises de mesure. Mais sinon, tu peux pas l'utiliser en visio, c'est pas possible. Après, il y a une liste d'autres diètes équipées avec qui tu pourrais collaborer. En effet, si tu regardes la carte de France, il y a Oui, des oui, gens oui. quand même pas mal juste pour des prises de mesure. Il y a Marine qui demande comment, pour arriver à 1,6 g, 1,8 g de prot, est-ce qu'il est utile de prendre des compléments? Et si oui, quand les prendre?
Ça dépend, hein. 1,6, 1,8, ça peut être facile à atteindre ou pas. Ça dépend. Ça va dépendre déjà du nombre de prises alimentaires que tu as dans ta journée. Plus tu as de prises alimentaires, plus tu arriveras à les atteindre. Ça va dépendre du régime alimentaire. Est-ce que tu consommes de la viande, du poisson, des œufs, des produits laitiers? Euh, donc, ça va dépendre déjà de ça. Et bien sûr, les compléments, ça peut être intéressant. Justement, en complément, si tu n'arrives pas à atteindre tes besoins, ça peut être d'une grande aide. Quand les prendre? Bah, alors, après l'entraînement, c'est là que ta synthèse protéique va être optimale. Maintenant, dans les faits, si ton apport protéique global est suffisant sur la journée, le timing n'a que très peu d'importance. Il faut juste faire en sorte d'avoir environ 0,3 g de protéines par kilo de poids de corps par prise alimentaire pour être sûr d'avoir un bon apport en leucine. La leucine, c'est un acide aminé qui va induire, justement, qui va être activateur de la voie de synthèse mTOR, qui va activer la synthèse musculaire. Donc, être sûr d'avoir justement assez de protéines pour ça. Et puis, un bon profil en acide aminé essentiel global sur la journée. Mais sinon, le timing importe peu, quoi. Mm. Mm. Il y a une question sur le syndrome RED. Enfin, il y en a deux mélangés. Stanislas demande si tu trouves du lien entre l'IAM et le syndrome. Et après, derrière, ça complète en demandant si aujourd'hui il existe une méthode reconnue de tous pour le diagnostiquer. Regarde ce qui se dit et dis-nous. Ouais, j'ai vu. Alors, je pense que ça peut être intéressant de le relier, mais plutôt en mode éducation. Parce que souvent, les athlètes qui répondent un petit peu à tous les critères du REDS ont du mal à stopper l'entraînement. Donc, moi, je trouve que du coup, les aides métriques, alors que ce soit pour l'IAM ou pour les autres indicateurs, genre masse grasse, densité minérale osseuse, ça peut être intéressant en éducation pour montrer concrètement que là, en fait, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la santé, au niveau corporel, et que il faut faire quelque chose. Donc, je pense que, je vois un peu la conversation, je pense que oui, en effet, c'est multifactoriel et qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte, mais je pense que ça peut être intéressant de lier à ça. Mais en effet, hein, Stan a raison dans le sens où c'est un paramètre qui est celui-là mesuré directement, brut, c'est vraiment le ralentissement du courant lié aux membranes cellulaires, c'est la perméabilité cellulaire, et il y a clairement un lien dans la littérature avec les risques Ouais. de surentraînement derrière. Hein. Et Donc je comme il pense dit, que pour l'éducation de l'athlète, mais aussi du corps autour, en exactement, disant faut lever le pied, quoi. exactement. Et comme il dit, ça peut convaincre l'athlète ou le coach de freiner un petit peu Ouais, sur l'entraînement, quoi. ouais, on est d'accord. Il y a Marine qui demande si un jour de repos complet est recommandé physiologiquement par semaine. Alors, ça dépend. Moi, après, je suis pas préparateur physique, mais ça va dépendre déjà du niveau de l'athlète, hein. Certains sportifs vont être en mesure d'enchaîner tous les jours. Alors, bien sûr, on ne va pas se claquer des séances intensité tous les jours. Il y a des séances qui sont faites à basse intensité pour récupérer nerveusement et qui finalement permettent de récupérer physiologiquement. Mais voilà, moi, je ne vais pas trop m'avancer parce que c'est pas mon domaine d'expertise, mais je pense que ça dépend énormément du niveau de l'athlète et de son entraînement global, quoi. Audrey demande les variations d'hydratation. Je pensais qu'il fallait le faire tous les 5 mois au plus tôt. Est-ce exact? Non. Franchement, non. Je pense qu'à un mois, on peut déjà voir des choses. Après, ça dépend si c'est extra ou intracellulaire. Si c'est intra, ça sera plus long, mais extra, à 4 semaines, on peut voir des choses. Et enfin, dernière question, mais ne partez pas, j'ai un petit sondage pour vous. Il y a Carole qui demande s'il existe un appareil adapté aux enfants et aux ados. Est-ce qu'il y a des limites pondérales d'utilisation? Aucune, vu qu'on ne monte pas dessus. Le Zenmetrix, c'est un impédance-mètre à électrode. Dans sa on ne l'a même pas montré, on ne monte pas C'est vrai. dessus. Donc, il n'y a ni des limites basses, ni des limites hautes. Donc, je crois que la première fois que j'ai dû mesurer mes enfants, ils avaient 2-3 ans, donc 10 kilos. Hein. Pas de problème, on peut faire des mesures. Officiellement, les limites de validité, c'est 6 ans. Mais il n'y a pas de limite basse, limite haute, ni en âge. 6 ans jusqu'à la veille du décès, ça va très bien. Pendant que vous êtes encore là, je vais vous lancer un petit sondage. Donc, il y a 4 petites questions et vraiment sur l'intérêt de cet atelier. Donc, vous pouvez bouger hein, si la fenêtre vous gêne. Vous pouvez la bouger à droite à gauche. Et à chaque fois, en fait, je vais vous demander si le thème était intéressant, si le créneau horaire vous allez, si l'organisation vous allez et si vous avez acquis des nouvelles connaissances sur cet atelier. C'est totalement anonyme. Donc, vous avez le droit de répondre réellement ce que vous pensez.
Et ben, du coup, je vais vous remercier. Vous recevrez du coup le replay dans les prochains jours. Si vous avez encore des questions, vous avez la possibilité de les poser directement à Nouchka Ni mes contacts, hein, si avec vous son avez des mail. questions, bien sûr. Ouais. Voilà. Il y a Carole qui vient de comprendre l'utilisation du chat. Ça sert aussi à ça. Je vais couper l'enregistrement.